Si les expressions faciales, la gestuelle, sont des éléments fondamentaux du charisme, la capacité des hommes politiques à nous convaincre et à nous séduire tient aussi beaucoup à leur voix. To believe that together, with God's help, we can and will resolve the problems which now confront us. And after all, why shouldn't we believe that? We are Americans. La voix est liée à la façon dont on est en communication avec l'autre et avec le monde. Et de ce point de vue-là, qui n'est pas forcément un point de vue scientifique, mais plutôt psychologique, eh bien, la voix est liée à l'intention de celui qui parle, et l'intention de celui qui parle va pouvoir s'entendre en écoutant le timbre de la voix. From every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside, I have a dream today. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Parce que la voix, c'est finalement cet équilibre entre le dehors et le dedans, entre l'impression et l'expression. Les différents types de voix sont les voix de face, qui se caractérisent par une direction, la direction de la face. Donc les voix de face sont des voix très pontifiantes souvent, qui cherchent souvent à convaincre. On a ensuite qu'on peut assimiler aux voix de face les voix de bouche, les voix qui mettent en jeu spécialement la cavité buccale. Par exemple, nous avons Tony Blair qui a une voix où la bouche est active, ce qui donne quelque chose d'aigu dans la voix. La voix va dégager des harmoniques aiguës et quelque chose d'assez émissif. Britain has learnt that lesson many times before in our history. En ce qui concerne les voix de nez ou les voix de bouche, les voix plutôt en avant, on pourrait trouver la voix de Bill Clinton, qui n'a pas véritablement une voix globale, timbrée, donc thoracique. Sa voix est plutôt aiguë, ce serait aussi une voix de bouche, avec un côté relativement nasillard. At the special NATO summit this summer, that is what we will begin to do. We must strengthen NATO's partnership for peace with non-member allies. Alors nous avons également les voix de larynx, ou dites également voix de gorge. Les voix de gorge, c'est des voix qui sont plutôt serrées dans la gorge, ce qui témoigne d'une recherche du mot, d'une recherche... Le mot prime sur la résonance, et donc ils sont moins charismatiques, toujours, que les voix plutôt résonantes. Les voix qui peuvent être particulièrement insécurisantes sont des voix qui font intervenir surtout la gorge, ou des voix qui font intervenir massivement la tête, c'est-à-dire où on ne trouve pas cette totalité corporelle. And to make a case in the democracy, you must convince by yourself. Excuse me, I'm not convinced. You promise a meeting at that high a level before you know what the intentions are. I don't want to be used for propaganda purposes. Donc Hillary Clinton, pour moi, serait quelqu'un, de par sa voix, si on écoute simplement sa voix, de faussement assuré, parce que sa voix témoigne d'une certaine fragilité, étant donné son timbre plutôt laryngé et de tête. On ne peut pas parler chez Hillary Clinton d'une véritable voix thoracique ou séductrice ou très affirmée, comme on pourrait par exemple entendre chez Margaret Thatcher. Together our nations have faced the challenges of our time and have not flinched. We forged ahead with strengthening the peace, spreading prosperity, and safeguarding liberty. Hillary Clinton donc joue sur le registre de l'émotion parce que justement cette non-assurance de sa voix laisse entendre cette fragilité émotionnelle, laisse entendre aussi qu'elle se livre plus ou moins volontairement. Alors les voix de ventre, ce sont
les voix les plus prisées parce qu'elles vont donner un bon point d'appui et vont donner des harmoniques aiguës abondantes. Et donc, c'est un très bon équilibre entre le grave et l'aigu. On trouve ça particulièrement chez Ronald Reagan. Ronald Reagan qui non seulement témoigne d'une bonne tenue de la voix, c'est-à-dire une voix de ventre, mais une voix de ventre qui va allumer tout l'ensemble, ce qui lui donne une voix équilibrée et très harmonique et harmonieuse. The exemplar of freedom and a beacon of hope for those who do not now have freedom. To those neighbors and allies who share our freedom, we will strengthen our historic ties and assure them of our support and firm commitment. We will match loyalty with loyalty. Conjointement au timbre et aux intonations de la voix, un autre élément déterminant d'un discours est son rythme. Money cannot buy it. Power cannot compel it. Technology cannot create it. It can only come from the human spirit. Tout est possible. Même s'il existe des différences entre les langues, des expériences ont montré que le bon débit se situe entre 140 et 180 mots par minute. En dessous de 140, l'attention du public décroît et une impression d'ennui se développe. Au-dessus de 180, le rythme est trop rapide et le message devient peu compréhensible. The United States respects rule of law. Les pauses et les silences sont aussi très importants. Bien sûr, certaines pauses illustrent l'hésitation, le manque d'assurance. Mais le plus souvent, les silences expriment l'autorité, l'emphase, la solennité. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. En règle générale, vous trouvez beaucoup de cohérence et de concordance entre les différents éléments de la communication corporelle qui se complètent logiquement. Le regard, les gestes, les postures et le discours. Tout cela va ensemble. Mais il arrive que vous observiez un décalage entre, par exemple, l'expression du visage et ce que dit la personne. Je pense que le président Bush en est l'exemple typique. Vous le voyez souvent avec une expression faciale qui ne semble pas en accord avec le contenu de son discours. Quelque chose de très frappant dans les expressions faciales de George W. Bush est l'asymétrie de son visage, qu'on voit particulièrement bien au niveau de ses sourcils. Il soulève ses sourcils pour exprimer de l'emphase, mais souvent ces deux sourcils ne sont pas dans la même position. L'un est plus haut que l'autre. Il donne ainsi l'impression de faire de l'humour, de s'amuser de ce qu'il dit. Pour le public, c'est difficile à interpréter. Well, but what wasn't wrong was the fact that he had the ability to make a weapon. Cette asymétrie faciale se retrouve aussi dans la position diagonale de sa bouche, qui fait paraître son visage plus long d'un côté que de l'autre. C'est de travers, comme on dit. This is all in the context of war. Généralement, la cohérence vient naturellement. Mais quand il y a un manque de cohérence, là, il faut de l'aide. Growing up, she gave me love and lots of advice. I gave her white hair. The public can, of course, sense le public peut bien sûr ressentir au niveau émotionnel s'il a affaire à quelqu'un de fort et d'assuré ou quelqu'un qui essaye de paraître confiant sans avoir cette force intérieure.
Le charisme politique d'un leader dépend fortement du contexte historique, culturel et social dans lequel il intervient. Il existe un type de charisme qui agit quand une société est menacée. Un leader charismatique fait preuve de force et montre qu'il n'est pas effrayé par cette menace. Il est capable de redonner confiance à toute une société prête à le suivre pour surmonter cette menace. Dans le cas d'Hitler, cela se traduit par une agressivité extrême dans son comportement non verbal. Pourtant, avant ses discours, quand il monte sur le podium, on peut percevoir quelques signes d'un manque d'assurance. Mais ce qu'il savait faire avec beaucoup d'habileté, c'était créer une sensation d'énergie. Il s'exprimait avec beaucoup de force. Il avait institué avec ses partisans cette sorte de rituel fait d'émotions partagées. Il disait quelque chose, et au lieu d'applaudir, tout le monde scandait « Heil Hitler » en même temps. Cela lui donnait une image de puissance incroyable. Cette énergie, cette conviction, déclenchait des réactions fanatiques dans des foules immenses. Et c'est ce que les médias ont montré. Rappelons-nous qu'à l'époque d'Hitler, les médias se résumaient à des films. La caméra était placée sous l'angle qui était le plus favorable. Le film était ensuite monté et tout signe de faiblesse était bien entendu coupé. C'est un monde bien différent aujourd'hui où la télévision est beaucoup plus instantanée. Même si l'expérience politique du public a évolué au cours des dernières décennies, toute l'imagerie politique véhiculée par la télévision et les médias modernes incite à fonctionner sur le principe du contraste comportemental. Le cerveau fabrique instinctivement une comparaison visuelle entre les différents leaders politiques. Certaines images sont inconsciemment mémorisées. Par exemple, les sorties de voiture, les sourires, les poignées de main, mais aussi les expressions de nervosité, de tristesse ou de stress. En quantifiant la proportion d'expressions et d'attitudes positives ou négatives, le cerveau émotionnel du public produit spontanément une représentation comparative en termes d'autorité, d'assurance, de sympathie. La clé de la popularité est bien souvent dans la combinaison de 3 éléments: autorité, énergie et joie. Alors qu'il y a des différences entre les sociétés et les cultures par rapport aux attentes des électeurs et leur manière de percevoir les interventions publiques des politiciens, les cultures, bien sûr, évoluent. Les attentes changent, et ce, parfois, rapidement. You forecast 2 things. First, that the decade would be less dangerous if the West maintained the strength. L'évolution des attentes du public reflète généralement les changements dans une société. Et l'un des principaux changements, dans beaucoup de pays, durant les dernières décennies, a été le rôle croissant des femmes et leur accession à des positions de leader. I'm thrilled to have everyone here on this stage who represents the past, the present and the future
of our country. Les recherches ont montré que dans la vie quotidienne, les femmes sont plus expressives que les hommes. Elles sont plus spontanées, plus réceptives, notamment en souriant plus, ce qui pourrait être leur arme politique. Je pense que les femmes sont plus sobres dans leurs interventions publiques. Elles n'essayent pas autant d'exprimer le pouvoir et l'autorité dans leurs gestes et leurs postures. Mountaintops and in caves, you will not escape the justice of this nation. Les postures des hommes, leurs comportements sont beaucoup plus fondés sur le modèle primatologique du mâle dominant. Alors que les femmes jouent plus sur l'échange, l'empathie, la réceptivité. On peut noter plusieurs différences statistiques entre les hommes et les femmes. Les femmes ont tendance à être plus joyeuses, plus enthousiastes. Et les hommes ont tendance à être plus pragmatiques, en ce sens qu'ils manifestent des signes de colère ou de dégoût. Cependant, il y a aussi des femmes qu'on pourrait appeler des femmes de caractère, qui montrent des émotions plus proches de celles d'un homme. Mr. President, when you welcome me to the White House... Alors, lorsque l'État central, en fonctionnant mieux et en étant au clair... L'intensité des débats et la proportion importante d'hommes en politique contraint parfois les femmes à adopter un style plus masculin, avec des expressions d'autorité, d'agressivité. Le but est d'apparaître aussi crédibles et assurés que leurs homologues masculins. Voilà l'enjeu de l'année prochaine. Le vrai défi pour les femmes en politique est de trouver le bon dosage entre des expressions de joie, d'empathie, de réceptivité qui leur sont plus naturelles et des expressions plus offensives, d'autorité, plutôt associées aux hommes. Hillary Clinton représente assez bien cet équilibre. Pourtant, les sourires et la bonne humeur contribuent grandement à la popularité, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La séduction fait partie du charisme et le sourire est une arme essentielle dans la séduction. Mais que dire des sourires de nos leaders politiques ? La plupart de nos sourires ne sont pas des vrais sourires. Ce sont des sourires de politesse, de conciliation, des faux sourires. La différence est détectable à un signe très discret qui n'est pas dans les lèvres, pas dans les joues, mais dans cette petite bande de peau entre la paupière supérieure et le sourcil qui descend légèrement lors d'un vrai sourire de joie. Mais c'est très subtil, pas facile à repérer. En politique, tout est dans l'équilibre entre un comportement naturel et la maîtrise de son image. Même si une attitude est jouée, plus elle paraîtra naturelle, plus elle aura d'impact. Pour un leader politique, il est déterminant d'avoir une représentation fiable de son image, afin de jouer sur le bon registre en fonction des situations. Dans ces conditions, peut-on attendre d'un politicien qu'il soit spontané, sincère ? I'm not going to comment on that. Je ne pense pas que vous ayez une chance d'être élu à de hautes fonctions si vous n'êtes pas un bon acteur. Donc les politiciens ont les capacités de nous tromper s'ils le souhaitent. Et nous savons probablement tout cela lorsque nous les élisons. Ici, aux USA, les gens disent que le plus important pour un homme politique, c'est l'honnêteté. Mais en même temps, ils sont très cyniques sur le fait que les politiciens ne nous disent jamais vraiment la vérité.
No, we'll find out about the weapons of mass destruction that we all thought were there. That's part of the Iraqi survey group and the group I've put together to look at. Mes recherches montrent très clairement que la plupart des gens ne peuvent pas dire si quelqu'un ment d'après son attitude, l'expression de son visage, ses gestes, sa voix et son discours. Moins de 5% des personnes détectent un mensonge à partir du comportement. Well, but what wasn't wrong was the fact that he had the ability to make a weapon. Bien qu'il n'y ait pas de nez de Pinocchio, il y a des signes d'émotion qui ne sont pas cohérents avec ce qui est dit, ou bien le temps de réflexion est parfois trop long par rapport à la nature de la question. How do you respond to critics who say that you brought the nation to war under false pretenses? Yes. First of all, I expected to find the weapons. Ces signes sont des indices, et quand vous les détectez, ils suggèrent qu'à ce moment précis, on ne vous livre pas l'histoire dans son intégralité. À vous de trouver pourquoi. Now, I have to go back to work on my State of the Union speech. And I worked on it till pretty late last night. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Les signes du mensonge peuvent varier d'une personne à l'autre. Dans son cas, un premier indice est une forme de distanciation qu'il met entre la personne dont il parle et lui. Quand il dit « Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme », il aurait été plus convaincant en disant « Monica Lewinsky », plutôt que d'introduire cette distance qui suggère qu'il ne dit pas la vérité. Mais avant cela, avant même qu'il ne dise un mot, on le voit se pincer et mordre sa lèvre inférieure. Ceci est un tic assez courant chez lui, mais qu'on remarque aussi chez les enfants qui s'apprêtent à vous dire un mensonge. Il y a la vérité, le mensonge, et la limite entre les deux est parfois floue. Dans un mensonge, je vous trompe délibérément, et je ne vous donne aucun indice sur le fait que je vais vous mentir. Ainsi, on ne peut pas dire qu'un acteur ment, car vous savez qu'il joue un rôle, que ce n'est pas la vérité. Mais si c'est un bon acteur, il vous captive et vous y croyez. Est-ce qu'un acteur ment? Non, il ne ment pas. Ça fait partie du jeu. D'une certaine façon, nous n'attendons pas des politiciens qu'ils nous disent toute la vérité, d'autant moins en public, où cela pourrait être exploité par leurs ennemis sur un plan national ou international. I know you are worried. First of all, if we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. Alors, peut-on dire que les politiciens mentent? Selon ma définition du mensonge, non. Mais ils peuvent nous tromper, et nous nous attendons à ce qu'ils nous trompent. Maintenant, en démocratie, c'est un vrai problème. Parce que si un électeur n'est pas correctement informé, comment va-t-il se faire une opinion? Et si tout ce que nous raconte un politicien est entendu par les opposants, il ne peut pas nous dire toute la vérité. Donc c'est un dilemme pour lequel je n'ai pas de solution.